Amis internautes de l'STV, bonjour. Bienvenue dans votre émission Réaction. Aujourd'hui, nous recevons une des personnalités du Sénégal, une des présidentes du mouvement, très reconnue d'ailleurs, qui s'appelle le mouvement Khalas. Nous recevons aujourd'hui Madame Maïmouna Bousso. Bonjour Maïmouna. Bonjour, M. Sarr. Maïmouna, aujourd'hui, nous avons remarqué récemment beaucoup de problèmes liés à votre personne. Mais nous allons d'abord commencer par le mouvement Khalas. Pourquoi le mouvement Khalas? Monsieur Sarr, je vous remercie de cette occasion et de cette invitation. Khalas, c'est juste un cri de cœur qui est né en 2013 de suite d'un constat amer que nous sommes dans un pays où il y a beaucoup d'injustice. Donc c'était au début un collectif citoyen qui était juste centré sur les problèmes fonciers. Donc on avait juste décidé de nous battre pour tous les citoyens sénégalais ou les expatriés qui ont des problèmes de litiges au Sénégal et qui ne sont pas soutenus parce que tout simplement ils ne sont peut-être pas sur place tout le temps ou que les gens qu'ils mandatent ne défendent pas leurs intérêts. Donc Khalas était né pour ça. Puis au fur et à mesure des choses, nous nous sommes rendus compte très vite d'ailleurs que l'injustice n'était pas une chose qui pouvait être cantonnée sur un seul domaine parce que quand on parle d'injustice, c'est tout un système. C'est pour ça que Khalas, depuis maintenant 4 ans, porte des combats beaucoup plus larges et des combats qu'il comprend être des combats citoyens. Tout à fait. Vous avez parlé tout à l'heure d'un cri de cœur. C'est vrai que qui dit Khalas dit que Khalas déjà est dans l'opposition. Et aujourd'hui, nous remarquons aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui ont peut-être quitté par cri de cœur dont vous avez dit. Vous, en tant que leader, qu'est-ce que vous en dites par rapport à la situation actuelle politique? La situation politique, elle est tout simplement le reflet de la situation nationale. Je ne suis pas d'accord pour toujours faire un jugement exclusivement politique ou religieux ou moral. La situation nationale de ce pays est une situation qui mérite que des gens se sacrifient, mais qui mérite aussi que des gens essayent de trouver des solutions. Parce que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine judiciaire, vous parlez d'acteurs politiques qui ont quitté, je ne comprends pas le sens réel de quitter, mais on sait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont même obligés, dans leur morale, de faire des compromis à cause de menaces politiques, à cause de menaces judiciaires ou des fois tout simplement à cause de non-croyance à leur propre idéologie. Tout à fait, mais ça dit quand je dis quitter, ça dit que quitter le mouvement présidentiel. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a des problèmes religieux, il y a des problèmes sociétaux d'ailleurs, il y a trop de problèmes au Sénégal. Mais ce qui est dû à ces problèmes, c'est la politique. En fait, pour moi, la solution, là où il faut vraiment que notre mouvement, comme d'autres mouvements, mais comme aussi la population. Parce qu'on ne peut pas... Nous, on sert tout simplement de leader d'opinion. Des fois même, je dis, c'est un peu prétentieux de parler au nom du peuple parce que, bon, on n'a pas de mandat pour le faire. Parce qu'on a vu même les élections... Voilà, c'est l'engagement, c'est l'envie de mener son peuple, hein, de montrer les voies, de donner l'exemple. Parce qu'aujourd'hui, on sait que même à l'Assemblée, ceux qui sont là-bas, je les respecte beaucoup, mais eux-mêmes le disent, ils sont là-bas après des élections truquées. Donc, est-ce qu'ils représentent le peuple? Ça laisse à voir. Parce que quand on sait que la plupart de ces populations ne peuvent pas voter et que les gens ne sont pas inscrits comme il faut, alors quelle légitimité donner aux résultats de ces élections? La question est là. Donc, qui parle au nom du peuple? Qui a le droit et qui peut le faire? Nous disons, nous faisons partie du peuple. Donc, modestement, avec le petit groupe que nous constituons, famille, amis et connaissances, nous osons nous dire que nous avons envie de voir un autre Sénégal. Ce qui est dangereux, ce n'est pas la classe politique, ce qui est dangereux, c'est l'État. Vous savez, un politicien peut arriver au pouvoir, avoir ses ambitions, ses faiblesses, mais ce qui ne peut pas être toléré, c'est que ces politiciens-là puissent utiliser l'État de droit, puissent utiliser la juridiction de notre pays pour régler leur compte personnel ou pour amener leur vision qui peut être des fois désastreuse par rapport à la population. Et c'est pour ça que moi, je me bats, c'est pour ça que moi, je suis engagée parce que je sais que, et j'ai envie de retrouver un État fort. Un État fort, c'est-à-dire un État qui ne peut même pas être instrumentalisé par son chef, c'est-à-dire un État indépendant, c'est-à-dire le chef de l'État. Il vient, il nomme ses ministres, ça c'est son gouvernement. Mais l'État en tant que tel doit être une institution pour notre pays. Il n'y a que ça qui pourra demain protéger nos populations, il n'y a que ça qui pourra demain obliger les politiques qui sont à la tête de ce pays à respecter nos institutions. On a vu dans le domaine de la justice que la justice est instrumentalisée, on assiste à des procès politiques, parce que tout simplement ce sont des gens qui sont de l'opposition, donc contraires
au pouvoir. Donc c'est politique parce que depuis qu'on est là, on n'a pas assisté à un seul procès d'une personnalité de l'État. Alors on ne peut pas nous dire qu'il n'y a que les gens qui sont de l'opposition, qui sont des gens malhonnêtes ou qui sont des gens qui fautifs. Alors dès qu'on est dans le pouvoir, on devient tout blanc, on n'a rien à se reprocher. Même quand des rapports, il n'y a pas de poursuite. Donc, ce sont des procès politiques. Donc, ce sont des choses, c'est un État qui utilise la juridiction politique. Mais ça, c'est encore moins grave. Vous savez, dans mon cas, à moi, ce qui m'est arrivé, pourquoi je considère que c'est un problème extrêmement grave, c'est que l'État part maintenant jusqu'à instrumentaliser l'armée. Nous savons que nous étions dans un pays où quand même le citoyen sénégalais pouvait se cacher derrière l'armée. Qu'est-ce qui montre cela? L'État a manipulé l'armée. En premier lieu, avant mon problème, il y avait l'histoire de Tobago, où on a vu des gendarmes se déplacer sur des lieux, traumatiser des individus. C'est au nom de l'État, parce que c'est quand même l'armée du Sénégal. L'État n'a pas le droit de lever son armée contre sa population, puisse-t-il être opposant ou un groupuscule. Pourquoi je dis que c'est l'État qui instrumentalise l'armée? L'armée obéit, ce sont des militaires. Moi, dans mon cas, vous savez, c'est quelque chose de vécu. Et c'est quelque chose de concret. On ne peut pas changer des hommes de 2013 à 2017. En 2013, les mêmes individus qui ont réussi ce qu'ils ont réussi en 2017 avaient essayé de nous expulser. Et ce n'est rien d'autre que l'armée, la même armée, qui est venue et qui a refusé d'exécuter un ordre aussi tendu, parce qu'il y avait déjà le trouble à l'ordre public, et puis il y avait aussi la clairvoyance de ces généraux de l'armée qui ont trouvé que c'était quand même aberrant de laisser une personne qui habite en face d'une autre personne accéder à une démolition d'un bien aussi important. Et c'est la même armée qui a refusé en 2013. Pourquoi en 2017 cette armée accepte? C'est parce qu'elle a été... En fait, il y a quelque chose qui me gêne un peu dans vos propos quand vous dites l'armée. Parce que moi, j'aurais mieux compris quand vous dites l'appareil répressif de l'État. Parce que quand on parle de l'appareil répressif, on fait allusion à la police, à la gendarmerie. Mais peut-être quand vous parlez de l'armée, c'est comme si il y a des situations de guerre où... Vous savez, c'est ce qui est même choquant. Et c'est paradoxalement, je tire de là ma force. Ma force, je la tire dans le fait de me dire... puisse-t-il être... je ne pouvais pas rêver et penser que dans mon enfance, dans ma petite enfance, dans mon petit circuit de cet enfant né à Grand-Yoff, grandi dans les rues sableuses de là-bas, qu'un jour j'allais avoir 200 gendarmes dans la rue de ma maison pour me sortir. Mais c'est parce que vous êtes une personne influente, vous êtes une opposante en plus. Quelle que soit l'influence que je peux avoir, je ne pouvais pas penser que c'était l'armée. Parce que vous savez, jusqu'à présent, je remercie cette armée. Il faut bien comprendre que je ne suis pas en train de les critiquer. Je les remercie parce que ce sont des soldats. Ils ont juré d'être des soldats et d'obéir à la nation. On leur a demandé d'obéir et c'est ce qu'ils ont fait. S'ils ne l'avaient pas fait, peut-être que ce serait à mon avantage, mais ça n'aurait pas été à leur honneur, parce que quand on est quand même militaire, on obéit. Donc, ils ont fait que leur rôle. Mais je veux tout simplement dire... Voilà, je veux tout simplement dire qu'en 2013, ils ont pris leurs responsabilités, mais en 2017, des individus les ont tordu la main, leur ont dit d'aller au-delà. Et parmi ces individus, je pèse bien mes mots, il y a parmi eux un petit exemple, le médiateur de la République, qui a écrit d'une missive au ministère des Forces armées pour leur demander d'assister cette démolition et cette décision de justice. Et ça, c'est l'État, parce que le médiateur est nommé par le chef de l'État. Le chef de l'État est un acteur politique, donc notre État est politisé. Nous avons vu que vous êtes un ami d'Abdoulaye Wade, mais aussi vous êtes très proche de Karim Wade. Qu'est-ce qui vous lie en quelque sorte? Je ne peux pas dire que je suis un ami d'Abdoulaye Wade. Je suis une admiratrice du président Wade. Je ne le connais pas. Et ça aussi, c'est le lieu de le préciser. Je n'ai jamais connu le président Wade avant 2014. Hein? Il ne m'a pas donné de terrain. Karim Wade, pareil, quand il était au pouvoir, je ne savais même pas qui c'était. Moi, depuis 2002, je suis dans ce pays et je suis dans mon petit coin, comme la plupart des Sénégalais. Je me bats, je travaille, je gagne ma vie au jour le jour et j'avance comme ça et je vis ma petite vie. C'est en 2013, quand il y a eu cette décision de justice, que je me suis levée pour porter ce combat. Et c'est comme ça que j'ai vu une aberration qui était la CREI, une cour arbitraire, qui décide de juger une personne alors qu'il y avait 100 autres ministres, je me suis dit, c'est pas normal. Je ne peux pas me battre uniquement pour ma personne. Je crois à cette cause de l'injustice. Donc c'est cet axe qui vous a poussé peut-être à faire Oui, c'est ça qui m'a rapproché de Karim Wade. Et puis j'ai vu aussi en la personne un homme très intègre, un homme qui est très ambitieux pour son pays, qui aime son pays et qui a une volonté, qui m'a exposé ses ambitions, son projet de société, ses envies pour ce pays. Et puis j'y adhère.
J'y adhère. Maintenant, je me suis retrouvée dans la coalition du président Wade pour les législatives au nom de notre mouvement, qui est aussi une association qui est dans l'opposition et qui a envie de se battre pour essayer de changer. Vous êtes opposante. Aujourd'hui, vous êtes très influente. Les gens parlent de vous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une fois reçu un appel venant donc du pouvoir? Non, je n'ai pas reçu d'appel. Alors, il faut dire que le pouvoir en place, d'ailleurs, je suis très choquée parce que quand même, une chose comme ça qui s'est passée au Sénégal, il n'y a pas eu un seul d'entre eux qui a essayé de venir à notre rencontre. Dans leur raisonnement, ils pensent avoir neutralisé un adversaire politique. Je suis désolée, égoïstement et sans penser à ma famille, peut-être que je porte des combats qui défendent des répercussions au sein de ma famille. Je leur en demande pardon parce que moi, je suis une personne très simple. Je suis née dans une famille simple de gens qui... Mon père a été administrateur civil, il a été sous-préfet et à part des homonymes qu'il a dans tous les arrondissements où il a été, je crois qu'il n'a pas fait ni bruit ni fracas. C'était son choix. Et c'est une famille qui est peut-être de renommée nationale parce qu'on est des Boussobé de Goléré, donc on se retrouve à Touba et partout. Et je pense que j'ai le droit et le devoir de partager ça avec les gens. Cette médiatisation, je ne l'ai pas souhaitée parce que ça fait depuis 2013 que je suis opposante, que j'ai été devant tous les fronts. Et ça, je le dis la voix haute, je n'ai pas à sourciller par rapport à ça. J'ai mené tous les combats de l'opposition qui se sont menés avec le FPDR, avec tous les autres combats. J'ai été peut-être arrêtée une dizaine de fois où j'ai passé des nuits au commissariat central, mais je n'ai jamais essayé d'attirer cette médiatisation. J'en suis même désolée qu'on en est arrivé à cela parce que beaucoup de Sénégalais ont souffert de mon problème. Il y a des femmes qui ont pleuré, il y a des gens qui ont été meurtris. Et si moi j'avais été avertie, ça ne se serait pas passé comme ça. Je me serais battue parce que ça fait partie de mon sang de me battre. Mais j'aurais quand même évité toute cette émotion. J'aurais mis ma famille à l'abri, j'aurais mis mes affaires à l'abri. Et peut-être que toute seule, je les aurais attendues. Et puis que je me serais même fait arrêter. Pourquoi pas? Mais au moins, les Sénégalais n'allaient pas être aussi meurtris de voir qu'on est capable d'atteindre à une personne. Parce que ce qui est sûr, c'est que si j'étais de l'APR, si j'étais de la mouvance présidentielle, le scénario allait être D'accord. Vous pouvez revenir un peu sur l'objet de vos arrestations? Oui, ce qui a fait qu'on m'ait arrêté, c'est tout simplement le recul démocratique dans notre pays. C'est le fait qu'on ait décidé des fois de faire des manifestations qui ont été réprimées par la police sans raison, parce qu'on est dans un pays démocratique, on a nos constitutions qui nous permettent, dans son article 8, de nous défendre, de manifester, d'avoir des opinions. Et le pouvoir en place, depuis qu'ils sont ici, ils répriment systématiquement les manifestations. Donc ça a été plusieurs fois seul avec les responsables du FPDR, des fois même ça a été avec l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade. On nous a jeté des lacrymogènes sur sa voiture, sur la foule. Et c'est tout simplement à cause de ce recul démocratique. Parce que ce n'est pas autre chose. Il y a des gens qui ont le droit de gouverner, mais d'autres aussi ont autant le droit de s'opposer. On ne peut pas accepter d'être des citoyens qui ont le droit de décider de leur foi, de leur religion. Certains décident de ne pas être musulmans, de ne pas être chrétiens. Et là, on nous dit, en matière de politique, vous êtes obligés d'être au pouvoir. Ça n'existe pas. Il y a des gens comme moi qui diront toujours non, qui se mettront debout. Certains peuvent penser que c'est de l'arrogance ou c'est du toupet, de risquer. C'est juste une manière de vous engager parce que vous êtes sénégalaise et vous avez le droit d'engagement, comme on dit souvent. Et puis je sais que d'autres diront, oui, quand on a des problèmes, il faut essayer de ne pas trop attaquer le pouvoir parce que c'est eux qui ont la solution. Moi, je dis, ma maison, je ne l'ai pas eue avec le pouvoir. Je vais revenir sur ça. Je vais revenir sur la situation donc, du déguerpissement que vous avez subi. Vous êtes une Sénégalaise qui dit non à l'injustice, si je comprends bien. Donc, par rapport à cela, est-ce que ce n'est pas par rapport à ces situations qui vous poussent peut-être que les gens vous poussent souvent à des difficultés ou bien, parce que si je comprends bien, s'il y a des coups montés souvent faits à travers les leaders de l'opposition? Je ne fais pas partie de ces gens qui calculent les conséquences de leur engagement parce que je pense qu'on a le droit
Vraiment, c'est un devoir qu'on a de conduire ce pays. C'est pour nos enfants. Parce que nous, on a eu des parents qui se sont battus, qui ont dit non, qui ont résisté, qui ont pu avoir l'indépendance. Ça n'était pas donné. C'est des parents à nous qui ont dit à un moment, ça suffit, nous voulons notre indépendance. On a des parents qui ont dit à un moment donné, nous n'acceptons pas ceci, nous n'acceptons pas cela, qui ont fait un État, qui se sont battus pour avoir l'État du Sénégal, qui se sont battus pour depuis qu'il n'y ait pas de coup d'État, qu'il n'y ait pas de problème dans ce pays, parce qu'à chaque fois, ils ont pris la responsabilité. Et nous, on ne peut pas faire des enfants dans ce pays et ne pas nous engager pour l'avenir de ce pays. On est obligé de penser à demain. Qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants? Il y a des Sénégalais qui sont du côté du pouvoir. Même quand ils veulent parler, ils ont la presse qui leur est offerte. Des fois, ils racontent même des balivernes, des choses sans aucun intérêt pour les populations, mais on leur donne les tribunes pour parler, pour essayer d'un peu lobotomiser le peuple, pour essayer d'amener le peuple dans un sens. Et nous avons des gens qui, eux, disent des choses très concrètes, des choses très sensibles. Et ces gens-là, on ne leur permet même pas de pouvoir s'exprimer. Et l'État fait d'autres types de pressions, mais des pressions qui, à mon avis, je préfère les ignorer. Parce que même en faire acte voudrait dire que ça me touche. Et je me dis que tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Aujourd'hui, vous avez occupé une maison pendant des années. Et un bon jour, l'État est venu vous dire que vous n'êtes pas la propriétaire de cette maison. Qu'est-ce qui a amené ce problème? Donc ce problème, je ne peux pas y en parler tant que je n'ai pas remercié le peuple sénégalais. Parce qu'on va dire que vous avez tous vu ce qui s'est passé. C'était un séisme, hein, parce que même si c'était en Libye ou en Afghanistan qu'un Sénégalais vivait une chose pareille, il a le droit d'avoir de l'assistance. Et ça s'est passé là, à Ngor ou Almadies. Alors ni le maire, ni le ministre de l'Intérieur, ni personne. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est pas un être humain à qui on a fait ça. Les gens sont venus, la presse l'a relayé. Alors on ne peut pas me dire qu'il n'y a pas d'attaché de presse dans ce gouvernement qui suit ce qui se passe. Il n'y a personne qui a essayé, ne serait-ce que moralement, de s'approcher de notre petite famille et de voir dans quelles conditions nous étions, à part des spéculations qu'on a entendues. Vous avez vu, vous m'avez trouvé ici, je suis locataire dans un appartement, comme la plupart des Sénégalais, j'en ai pas honte. Ceux qui doivent avoir honte, c'est ceux qui m'ont fichu d'or, c'est ceux qui ont récupéré mon bien entre leurs mains. Ceux-là même qui, ce bien, quand je l'avais, ils n'étaient pas au pouvoir. Je suis désolée. Quand j'ai acheté ma maison en 2002, la plupart des gens qui aujourd'hui donnent des ordres là n'étaient même pas locataires. Ou s'ils l'étaient, c'est tout ce qu'ils étaient. Alors, je crois qu'ils devaient être fiers d'avoir une jeune fille sénégalaise qui n'a jamais été arrêtée pour drogue. Je ne suis pas trafiquante de drogue, il faut que les gens le sachent, parce que 21 ans, beaucoup ont dit comment elle a pu avoir de quoi acheter une maison aux Almadies. Ils oublient que c'est la volonté divine. Moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans, j'avais une table au marché où je vendais des denrées alimentaires, au marché Grand Yoff, précisément. Je vendais du riz, des denrées alimentaires. Je faisais mes petits défilés avec mes bénéfices. J'ai commencé à vendre au marché et petit à petit. Peut-être que vos parents n'avaient pas de moyens. C'est pour cela que vous êtes sortis très tôt pour aller prendre le destin en main. C'est pour cela que vous avez eu cette petite table au marché. Oui, en fait, vraiment, mes parents, c'est des parents comme tous Sénégalais rêveraient d'avoir. J'ai un père qui a pris toutes ses responsabilités. Il y avait toujours à manger, à boire chez nous. On avait un logis. Donc, ce n'était pas parce que mes parents étaient pauvres que j'ai eu cette volonté. C'est parce que, étant déjà à l'école, quand j'ai eu mon brevet, que je suis venue à Dakar, j'étais au lycée de la Fosse. J'étais qu'avec des garçons. Et c'est vrai que c'était un peu difficile pour pouvoir faire du sport parce que j'aimais beaucoup le basket, le handball et tout. Et mes parents me donnaient tout pour mes études, mais pas pour faire du sport et d'autres choses. Donc, j'avais envie de pouvoir gagner un peu d'argent pour pouvoir faire aussi d'autres choses, m'acheter des terres de basket, m'acheter des équipements. Et c'est au début ce qui m'a poussée à vouloir faire ce petit commerce. J'ai commencé à vendre devant notre maison les samedis et les dimanches quand je n'allais pas à l'école, des beignets et autres. Et je me suis rendu compte que tous les jours, dans la rue où j'habitais, les femmes passaient pour aller au marché. Et donc, je me suis dit, avoir un truc au marché, au moins, j'aurai tous les jours des clients. Et c'est comme ça, parce que dans ma famille, personne n'est commerçant. J'ai été la première et ils l'ont accepté. J'ai commencé à aller en Gambie, aller en Mauritanie. Et petit à petit, le destin a fait qu'en 97, j'ai pu faire des élections Miss au Sénégal, donc avoir des budgets de 100 000. À l'époque, c'était beaucoup d'argent pour moi. Donc, quand on peut démarrer pour 100 000, on peut aller au niveau de Kédougou, faire les loumas, ramener de l'huile de palme et tout, faire des bénéfices. Et en 99, j'ai eu mon premier visa qui m'a amené en Europe.
Et arrivé en Europe, je me suis battue. J'ai vu que je pouvais gagner de l'argent, mais il y avait tellement de choses à rapporter au Sénégal. Au début, c'était par patriotisme, parce que j'avais envie d'avoir les mêmes choses qu'il y avait en Italie au Sénégal. Donc à chaque fois qu'il m'a donné l'occasion de rentrer, je ramenais des choses de l'Italie vers le Sénégal. Et là, j'ai vu que c'était un commerce, parce que tout ce que je ramenais, les gens achetaient et que ça marchait. Donc j'en ai fait mon business, j'ai commencé à faire des prêts. J'ai fait des prêts au niveau de la banque pour avoir un peu plus d'argent et j'ai commencé à faire des conteneurs. Je crois que tous Sénégalais devaient être fiers de mon parcours. Moi, en tout cas, j'en suis fière. Parce qu'à 20 ans, j'ai fait mon premier conteneur. L'État peut le voir, puisqu'ils ont les douanes et tout, ils peuvent voir. Et puis moi, je n'ai qu'un seul nom. Même Mouna Bousso, je ne m'appelle pas autrement. Donc mes premiers conteneurs, je les ai faits à l'âge de 20 ans. J'allais en Chine, j'allais à Dubaï, je me battais. Je n'ai jamais fait des choses répréhensibles. Et je crois qu'il n'est pas normal de dire à des gens, parce que vous êtes nés de familles simples, vous n'avez pas le droit d'avoir des châteaux ou de vivre aux Almadies. Et c'est ce qui m'a été dit. Ce qui m'a été dit, et pourquoi je vis ça, c'est parce que tout simplement, je n'ai pas d'oncle, ni de sœurs, ni de frères qui sont dans des grands dispositifs qui ont pu m'assister. Moi, je suis dans une famille avec des gens simples et croyants, donc qui, au-delà de leur chapelet, n'ont pas d'autre influence. Donc c'est pour ça que j'ai subi ce que j'ai subi. C'est pour ça que des gens m'ont vu me battre et construire un château qui, pour moi, devait être la fierté de tout Sénégalais, qui se dit une fille simple peut être née à Grand-Yoff et arriver là-bas. Nous allons revenir un peu sur la situation de votre démolition. Est-ce que vous étiez averti avant que les gens viennent vous faire cet acte? Non, je n'ai pas été avertie. Je le dis même, vraiment, je l'aurais dit, je n'ai pas été avertie. Les gendarmes qui sont venus m'ont dit que ce n'était pas leur rôle de m'avertir. Hein. Ils étaient là pour encadrer donc l'huissier qui devait faire son travail. L'huissier qui est venu, c'était la première fois que je le voyais. Alors quand même, c'est une procédure qui dure de quelques années. Je connaissais l'huissier précédemment, mais cet huissier-là, je ne l'ai jamais vu. Jusqu'au jour où je vous parle, je ne sais même pas qui c'est qui, puisqu'il n'y a pas eu d'acte, ils m'ont remis aucun acte, ils ont démoli, ils sont partis. Donc même avec mes avocats, on est en train de voir qui a fait cette exécution-là. On ne le sait toujours pas. Mais le propriétaire, celui ou celle qui se dit le propriétaire, est-ce qu'il est venu devant vous pour vous dire que ça, c'est ma maison? Mais absolument pas. Et puis ce qui est aberrant, c'est que, avec tout le respect que je peux lui devoir par rapport à son âge, il a fait ce que la religion ne veut pas, il a menti. Parce que vous savez, moi je peux être là et donner des explications. Les gens peuvent dire que c'est pour me défendre. Lui peut donner des explications, les gens peuvent dire que c'est pour se défendre. Mais la vérité, on ne peut pas l'effacer. J'ai un ami qui m'a dit la vérité, le droit, ça fait deux. Et ça, c'est un adage que vraiment j'apprends. La vérité, on peut la dire 1000 fois, les gens, et le droit, c'est pas pareil. Donc, mais par contre, je crois que le tribunal, avant de faire un jugement, a quand même des experts, des enquêteurs, des gens qui doivent aller sur place. Alors, ce monsieur a dit qu'il m'avait averti en 2005, au début de mes constructions. Moi, je ne veux même pas polémiquer là-dessus, parce que je crois que j'ai beau crier 1000 fois, les gens vont dire c'est parce qu'on a démoli sa maison qu'elle part. Je demande tout simplement que les gens comprennent que ce n'est pas moi qui fais la vérité. La vérité des faits, elle est là. Je crois qu'il y a quand même la SDE qui est ici, qui est une organisme de l'État. Si le tribunal veut savoir quand est-ce qu'une personne elle a eu son abonnement à la SDE, il est possible de le savoir parce que ça appartient à l'État. Bon, après, vous allez me dire, SDE, on peut abonner l'eau sans habiter. Mais l'électricité, quand on fait un abonnement d'électricité, c'est bien parce qu'on habite les lieux, parce qu'il faut quand même que les gens viennent. On ne met pas de l'électricité sur un terrain vague. Il faut quand même qu'il y ait une habitation pour qu'on puisse avoir de l'électricité. Et ça aussi, il est loisible au tribunal de voir en quelle année Maïmouna Bousso a fait sa demande d'électricité. Donc, ce n'est pas vrai. Ces gens-là, ils ont voulu justifier qu'ils m'ont laissé construire 3 ans durant, sans venir. Et ça, ils savent qu'ils ne pouvaient pas le justifier parce que l'un de ces 2 personnes habite la maison qui est en face de chez moi. En 2013, quand ils ont voulu démolir, c'est la raison pour laquelle la gendarmerie a refusé leur exécution, parce qu'ils leur ont dit « Pourquoi vous avez laissé construire Madame Bousso tranquillement et que vous avez attendu que la maison soit prête pour venir lui dire il y a litige ?» Donc il y avait un procès judiciaire bien avant cela. Comme la gendarmerie a dit ça, le monsieur en question n'a trouvé rien de mieux à faire que de troquer les années et de dire finalement, elle a construit en 2005, alors que je vous montrerai tout à l'heure les photos de mon enfant qui est né en janvier 2006.
et que le baptême était dans cette maison. Je ne crois pas qu'une maison qui peut être construite de septembre à janvier puisse être finie avec piscine et arbres et verdure. C'est complètement aberrant. Mais bon, ils n'avaient pas d'autres justificatifs. Ils ont préféré mentir. Mais on peut mentir aux gens, on ne peut pas mentir au bon Dieu. Est-ce qu'aussi il n'y a pas des gens de l'État qui sont derrière ce problème? Moi, je suis honnête avec moi-même. Ce problème, il a démarré avant la venue de Macky Sall au pouvoir. Donc c'est pour ça que je me suis toujours dit que ce n'était pas un problème politique. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ce monsieur a utilisé l'État. Ce monsieur a utilisé des choses vraiment plus ignobles que même l'État. Parce qu'il se connaît, il sait dans quel secte il est, il sait ce qu'il fait, il sait la puissance et la force qu'il a sur cet État pour avoir réussi à leur faire des choses qu'ils avaient refusées en 2013. Ça, lui-même, il le sait. Il peut être tout seul avec sa conscience. Moi, je suis quitte avec ma conscience. Les gens peuvent penser que je suis extra forte. Ce n'est pas le cas. C'est tout simplement parce que je sais que tout ce que j'ai eu, je l'ai eu en me battant. Que c'est pas, je sais que je n'ai rien fait que je ne peux pas refaire. Parce que tout ce que j'ai fait pour avoir cet argent, je peux encore le refaire peut-être pour l'avoir. Mais je dis tout simplement que ce n'est pas normal. Parce que quand on construit une maison, ce n'est pas pour être riche. Parce qu'on sait qu'il faut faire des dépenses. Si j'avais voulu de l'argent, j'allais investir dans des sociétés. Quand on construit une maison, c'est pour léguer quelque chose à sa famille. Et ma famille méritait d'avoir une villa aux Almadies. Ma famille mérite d'avoir un château. Pourquoi pas? Parce que j'ai une belle famille, donc j'ai le droit de leur mettre dans un beau château. Et cette maison, c'était quelque chose que je devais laisser en héritage à l'ensemble de ma famille. Et je continue à me battre. Et je trouve que le président Macky Sall a le droit et le devoir de me rendre ma maison. Il doit me la rendre pour plusieurs raisons. Il doit me rendre ma maison parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a été victime d'injustice. Les Sénégalais l'ont poussé à la magistrature pour réparer cette injustice. Donc, il sait ce que c'est quand on est victime. Il doit me rendre cette maison parce que cette maison, je l'ai eue à la sueur de mon front. Il doit me la rendre parce que je suis une citoyenne sénégalaise qui a été pendant des années loin de sa famille. Plus de 5 ans, en tant que femme, j'étais encore mineure. J'ai été travailler en Europe, j'ai ramené mon argent, j'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu choisir d'autres voies. J'ai choisi cette maison. J'en ai pas 2, j'en ai pas 3, j'ai pas de terrain ailleurs. J'ai tout simplement voulu avoir un beau château dont tous les gens de ma famille pouvaient être fiers, qui pouvaient venir passer des vacances s'ils voulaient, organiser des mariages et autres. Et le président Macky Sall a le devoir de montrer que les Sénégalais sont tous égaux. C'est le message que vous lancez actuellement au président de la République. Mais c'est aussi une invite. Je l'invite à réparer ce qui s'est passé. Parce que quand même, il ne peut pas être innocent. Parce qu'il est le chef de l'État. On ne peut pas déplacer 200 gendarmes dans une république sans que le chef de l'État soit au courant. Donc il ne peut pas ne pas être au courant. Qu'il ne nous sorte même pas l'histoire qu'il n'est pas au courant. Parce que c'est encore plus grave. Ça veut dire que ce n'est même pas un chef d'État qu'on a. On a un abonné absent. Et ça, ce n'est pas tolérable. Il a été nommé président de la République, il dirige ce pays, il est le père de la nation, il est le président de tous les Sénégalais. Et tous les Sénégalais doivent être égaux devant la justice. Les Sénégalais qui sont à Tobago, qui ont perdu leur maison, ne valent pas plus que moi. Les Sénégalais à qui on est en train d'attribuer les terres de l'aéroport à découper à gauche, à droite, ils ne sont pas plus Sénégalais que moi. Je suis aussi Sénégalais que n'importe lequel des Sénégalais de ce pays. Parce que je suis né ici, j'ai grandi ici, et quand j'ai été travailler, j'ai décidé de revenir vivre ici. Donc pour toutes ces raisons, il a le devoir, par rapport à ma famille et par rapport à ce qu'il dit être chef de l'État, de me réparer et de me rendre ma maison. Parce que certes, il n'a pas été le juge dans cette histoire, mais il ne doit pas accepter que dans son magistère, une chose aussi affreuse soit faite à une personne et que les gens essayent de faire les sourdes oreilles et que les gens essayent de dire qu'on n'est pas au courant. Et je refuse qu'on me dise qu'il faut que je fasse le tour des ministères pour déposer des courriers. Je ne serai pas le jouet de ces subalternes qui sont là à tout simplement vous faire des propositions indécentes quand vous avez un problème. Je profite de cette tribune pour dire au président de la République qu'on ne doit pas aller le chercher comme si c'était le Messie ou le bon Dieu. Même le bon Dieu, quand on l'invoque dans des prières, il vous répond. Donc lui, il a le devoir de répondre aux citoyens d'où qu'ils soient. Même dans un micro sur Internet, il a le droit de répondre. Merci encore une fois, Madame Maïmouna Bousso, de nous avoir reçus. C'est vrai que l'audience a été formidable. On a répondu aux questions. Mais aussi, nous vous demandons quel est le message que vous lancez aux Sénégalais qui vous regardent actuellement. Je vous remercie beaucoup et puis je remercie tous les téléspectateurs de Leuz TV. Je leur dis que
c'est une chaîne qui mérite d'être regardée parce que vous avez l'audace de relayer la bonne information. Parce qu'une information, vous savez, elle appartient au peuple. Il faut savoir donner l'information et laisser maintenant les gens apprécier et donner leur jugement. C'est ce que vous avez fait, pas seulement à ma personne. Je vois que vous le faites bien et je vous encourage. Parce que vu aujourd'hui le niveau de nos médias sénégalais, on sait que les Sénégalais se retournent souvent vers les sites internet pour avoir la bonne information. Donc vous êtes sur la bonne voie. Je vous souhaite le meilleur pour vous, d'aller encore plus loin dans l'information, de ne pas hésiter à tendre le micro parce qu'il n'y a qu'en s'exprimant que les gens souvent essayer de changer les mentalités. Donc je remercie aussi toute la diaspora, je l'ai dit tout à l'heure, je remercie les Sénégalais dans leur ensemble, je remercie particulièrement les femmes parce que je sais qu'elles sont mères et émotives et je sais que le problème les a beaucoup touchées. Je le vois tous les jours, dès que je sors quelque part. Des fois, je tombe sur des femmes couturières, des femmes maquilleuses qui me proposent leurs soins, qui veulent être à mes côtés. Et ça ce n'est que confiance et ça nous donne de l'espoir de savoir que quand les femmes sont motivées, quand elles sont debout, il y a de l'espoir pour demain. Et donc, je remercie l'ensemble des femmes sénégalaises qui ont partagé cette douleur avec moi et leur dire que c'est ce qui m'aide à tenir, c'est de me dire que je ne suis pas la seule. Et je remercie ma famille d'avoir avec moi subi cette épreuve avec dignité et de aussi comprendre mon besoin et ma volonté de rester dans cette opposition et de me battre et de ne pas fléchir. Ce n'est pas par courage, mais c'est tout simplement par dignité que je décide de continuer à me battre. Amis internautes de Leuz TV, c'était votre émission Réaction. Nous vous donnons rendez-vous prochainement avec un autre numéro.